vous remercie et d'ailleurs, je voudrais profiter de cette, je vous remercie de m'inviter ici et de cette occasion dans laquelle vous m'avez demandé de jurer de dire toute la vérité, pour vous expliquer pourquoi je ne peux pas me retrouver à discuter avec des gens qui font une tribune en disant que je fraude et que je triche en mettant leur nom et ensuite faire une discussion avec. Il y a une limite, c'est plus des discussions scientifiques. Il y en a d'autres qui ont porté plainte auprès de moi, auprès du Conseil de l'Ordre, et vous comprendrez bien que ma limite, c'est une des limites à ma convivialité. Je n'aime pas qu'on m'insulte, je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je ne le fais pas. Et donc, je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors, bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête, depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4 % d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs. Mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde. Mais de m'accuser sur une tribune officiellement de fraude, de mettre son nom là-dessus et de penser que je vais débattre avec, c'est au-dessus de mes forces. Et je vous demande de me pardonner de ne pas avoir la force de discuter sereinement avec des gens qui m'insultent. Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. Voilà. Bien, si j'ai quelques messages à passer dans cette affaire, c'est effectivement, si vous voulez, la chose qui me frappe le plus depuis le début et qui est liée au fait qu'il manque quelque chose dans la forme de mon cerveau. Je suis absolument incapable de mesurer la dimension symbolique des choses. Ce qui s'est passé n'est pas normal. On n'est plus en train de parler de chimie ou de malades ou de médicaments. On est en train de parler de quelque chose qui est déconnecté de ce que moi je connais. Moi, je suis un être très pragmatique, très pratique. Il y a toujours eu dans la science une grande différence entre l'empirisme d'un côté, c'est-à-dire l'observation des phénomènes et leur description, si vous voulez, et d'autre part, les théories déductives et spéculatives dont je ne suis pas un praticien. D'accord ? Mais, si vous voulez, ce qui s'est passé dans cette situation est absolument inouï pour moi, et pas que pour moi, ça marquera toute l'épistémologie, l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'un des 2 médicaments les plus prescrits au monde ait pu être considéré comme étant un truc qui tuait 10% des gens, est quelque chose qui montre qu'il y avait une déconnexion entre la perception de ce qu'est l'hydrochloroquine, si vous voulez, de la chimie, de la molécule qui a été utilisée chez probablement 2 milliards de personnes. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, auquel je ne suis pas... C'est pas de maintenant que je me rends compte que je ne comprends pas bien les données symboliques, si vous voulez. C'est comme ça. Et donc, je suis extraordinairement surpris de l'ampleur qu'a pris cette chose. Et immédiatement, c'est-à-dire dès que mon premier papier a été envoyé, la chasseuse de tête a fait dire que j'avais des conflits d'intérêts avec Sanofi, ce qui est complètement idiot. Je fais des essais thérapeutiques pour personne. Et ça fait 25 ans que je suis contre. Alors, je ne le fais pas. La deuxième chose, elle a fait confirmer, elle nous a fait faire envoyer au journal qui menaçait d'enlever cet article qui est devenu le plus cité de toute la littérature sur la thérapeutique du Covid-19, cité 2400 fois, en disant que je n'avais pas eu les autorisations, je n'avais pas eu de CVP. Et la troisième chose, alors, il y a un déluge des gens qui sont des maniaques de la méthodologie. Je ne pouvais pas imaginer qu'en envoyant un papier comme ça, comme j'en ai envoyé tellement dans ma vie, si vous voulez, ceci allait faire une espèce de folie mondiale, si vous voulez. Et donc, toutes les explications qu'on pourra donner ne sont pas inintéressantes. C'est le temps qui triera pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Ça ne fait pas partie de ce que je suis capable de comprendre, parce qu'il me manque une case sur la signification symbolique des choses. Peut-être pas que symbolique, mais en tout cas, c'est pas mon problème. Donc nous, on a continué à faire. Je pensais depuis longtemps, en réalité depuis plus de 20 ans, je pensais qu'il fallait faire comme pour les centres anticancéreux, des centres de lutte pour les maladies infectieuses, qui comprenaient tout, les patients, le laboratoire, la recherche. Petit à petit, je l'ai écrit il y a 20 ans, quand j'étais le conseiller
de Mattei et de Madame Aigneret, où j'ai rencontré d'ailleurs Gilles Bloch, donc qui connaissait parfaitement mes projets, puisqu'il venait de rentrer au cabinet de... Maintenant, il est directeur de l'INSERM. Il était rentré au cabinet de Madame Aigneret en disant, pour faire face à des situations comme celle-là, il faut avoir des structures organisées dans lesquelles on fasse tout, dans lesquelles il y ait des gens qui soient compétents à tous les domaines et à tous les niveaux, de manière à pouvoir répondre à toutes les questions au fur et à mesure, et pas avoir un ordre dispersé. Donc, l'ordre dispersé, monsieur le sénateur, je savais qu'il allait arriver. Ce n'est pas moi qui l'ai dispersé. Nous étions en ordre dispersé et d'une manière très singulière, pour pas que vous croyiez que je considère qu'à Paris, plus rien n'est organisé. Ce n'est pas vrai. Hein. En neurologie, si quelqu'un avait un problème dans ma famille, je l'enverrais à la Pitié, parce qu'il y a un centre de neurologie qui est colossal. S'il y avait quelqu'un qui avait un problème génétique, je l'enverrais sûrement à Necker et Imagine. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais en maladies infectieuses, ici, on a détruit l'organisation des maladies infectieuses. Elle n'existe plus. Et donc, si vous vous retrouvez avec un pauvre Marseillais en train de vous dire ce qu'il pense, c'est parce qu'il y a eu une destruction physique de l'organisation des maladies infectieuses qui était à l'hôpital Claude Bernard. Les forces de maladies infectieuses, l'Institut de veille sanitaire a été mis à Saint-Maurice, alors que c'était une vraie bonne idée. Moi, j'avais écrit à l'époque de le mettre à côté de Pasteur ou de mettre au moins des antennes de Pasteur à côté. Vous voyez, les hôpitaux spécialisés en maladies infectieuses ont été dispersés dans toute la ville. Et donc, vous n'avez pas de centre, vous n'avez pas de... Pardonnez-moi, je vieillis. Vous n'avez pas de patron ici de maladies infectieuses. Vous ne l'avez pas. Alors que vous l'aviez il y a 30 ans. Vous ne l'avez pas. Vous avez des patrons dans les autres domaines. Vous avez des gens qui sont des leaders dans les autres domaines. Dans ce domaine-là, vous n'avez pas de leader. Vous n'avez plus de leader en microbiologie. Celui qui était le meilleur a été tellement dégoûté de l'assistance publique qu'il est parti en Suisse. D'accord ? Donc, il y a un problème ici avec les maladies infectieuses, un véritable problème d'évolution. L'Institut Pasteur, qui fait des choses absolument remarquables, s'est éloigné petit à petit avec le temps de la pratique des maladies infectieuses. Il y avait un hôpital Pasteur. Moi, quand j'étais jeune, on faisait tous les diagnostics à l'Institut Pasteur, l'épidémiologie, partout à l'Institut Pasteur. Petit à petit, cette partie-là a disparu pour être remplacée par une recherche fondamentale. Beaucoup en neurosciences sont parmi les meilleurs du monde. Hein. Donc, je ne fais pas une critique de la qualité de ce qui se passe. Il y a une désorganisation qui est une désorganisation de ce pays et qui se voit ici pour ce sujet-là. Voilà. Je ne dis pas que c'est vrai pour d'autres. Si, je trouve que pour la microchirurgie, je pense que les gens de Strasbourg sont les meilleurs. C'est ce que je pense. Mais globalement, c'est ce que je perçois. J'ai toujours pensé que la chirurgie cardiaque à Paris est merveilleuse et elle continue à la Georges Pompidou. C'est pas... Il y a un problème d'organisation de fond et celui des maladies infectieuses. Vous savez que De Gaulle avait répondu à la cancérologie en disant, écoutez, on va faire des centres anticancéreux, donc qui regroupent à la fois la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, la médecine. Ils marchent de manière inégale, mais ils ont joué un rôle très important, là aussi, en cancérologie. L'Institut Gustave Roussy, c'est une chose absolument extraordinaire. C'est un des meilleurs centres au monde d'immunologie et de cancérologie. Donc, ce n'est pas la question. La question, c'est que ce domaine n'est pas organisé. Voilà. Et que donc, il ne peut que naître des discordances. Moi j'ai proposé de faire créer 7 centres de la nature de celui que j'ai fini par réussir à construire à Marseille dans le pays, de manière à mailler le pays pour pouvoir faire face à des crises sanitaires qui n'arrêteront pas. Et notre susceptibilité dans notre civilisation aux crises sanitaires est très très importante, très très vive. Elle peut désorganiser complètement la société si nous ne sommes pas armés pour lutter contre ces luttes sanitaires. Voilà donc le sens général de ce que je voulais dire. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail de ce que vous voudrez.